Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 28 janvier 2024. Pendant la prochaine heure, on parle avec des gens qui font et qui lisent la littérature jeunesse. Aujourd'hui, en deuxième demi-heure, je reçois Sophie Gagnon, alias Sophie Lee, enseignante de français au secondaire, lectrice, blogueuse, animatrice, formatrice et autrice. On écoute une nouvelle chronique littéraire, Raconte-moi une histoire. Avec Mathilde Routy, on vous fait découvrir 3 albums sur le thème de la différence et du vivre ensemble. Et bien sûr, on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, je discute avec Émilie Perrault à propos de son album Henri Golo, entre autres. Et on retrouve Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ, qui nous présente des livres qu'on écoute à propos de drôles d'animaux. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 11 ans et j'aimerais recommander le livre La triple vie de Charlie aux enfants de 10 à 12 ans, qui est un livre avec un vocabulaire extraordinaire qui peut parler à tout le monde. Je m'appelle Sarah, j'ai 7 ans. J'aime lire les livres de blagues parce que je trouve ça rigolo. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Émilie Perrault. Bonjour Émilie. Bonjour Marie. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Émilie, on va prendre le temps de vous présenter parce qu'il y a peut-être quelques auditeurs qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent peu. Vous êtes autrice, passeuse culturelle, passionnée d'art sous toutes ses formes, journaliste, documentariste, chroniqueuse et animatrice. Vous êtes née à Joliette, vous avez fait des études en art et technologie des médias au cégep de Jonquière. Et puis en 2007, vous avez fait une formation de recherchiste scénariste dans le programme documentaire à l'INIS, c'est l'Institut national de l'image et du son. La même année, vous débutez votre carrière de journaliste culturel au Grand Journal TQS, au Grand Journal TQS, oui, avec Jean-Luc Mongrain. Vous avez co-animé avec Mathieu Dugal, l'hebdomadaire Art Studio sur Art TV. Vous étiez jusqu'en 2007 chroniqueuse art et spectacle chez Paul Arcan dans son émission matinale. Et ensuite, vous avez co-animé avec Monique Néron l'émission L'avenir nous appartient à Télé-Québec et vous avez co-réalisé, toujours avec elle, plusieurs documentaires, notamment La parfaite victime qu'on a pu voir sur ICI Télé en 2021. De 2018 à 2022, vous étiez collaboratrice et chroniqueuse avec Simon Boulris et Fred Savard à l'émission Cette année-là, animée par Marc Labrèche, diffusée à Télé-Québec. Et depuis septembre 2023, vous animez la quotidienne culturelle Il restera toujours la culture sur ICI Première. Vous avez également publié quelques ouvrages. Faire œuvre utile, quand l'art répare des vies, c'est un essai. Et vous en avez fait ensuite une série documentaire qui est toujours disponible sur tout.tv. Aussi, Service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle, un autre essai. Vous avez tiré de ces 2 ouvrages la matière de ce que vous présenterez chez DUCEP, que j'ai vu, moi, en primeur, entre le 16 avril et le 3 mai prochain, qui s'appelle « La suspension consentie de l'incrédulité ». C'est un solo métaphysique feel-good présenté en formule 5 à 7, une réflexion sur le rôle fondamental de spectateur. Pourquoi on s'assoit dans une salle de spectacle pour se faire raconter quelque chose qui n'est pas vrai? Pourquoi on en a besoin? Et finalement, vous avez écrit Henri Golo,
un album pour la jeunesse illustré par José Bisaillon, publié chez Fonfon en 2023. Émilie, vous semblez avoir des préoccupations profondes sur des sujets d'une gravité évidente. Est-ce que votre en rigolo, c'est une façon d'essayer de ne pas trop vous prendre vous-même au sérieux? Ben, c'était pas voulu comme ça, mais effectivement, quand on tombe dans la littérature jeunesse, je pense que c'est important de pas se prendre au sérieux. Parce que si on arrive avec nos gros sabots puis la morale toute faite d'avance, je pense que les enfants, c'est pas ça qu'ils ont envie de se faire raconter. Donc, oui, c'est vrai que d'aller du côté de la littérature jeunesse, ça m'a appris comme une autre façon de raconter une histoire. Mais c'est vrai que dans ma façon d'être profondément, ce qui m'intéresse, oui, ce sont des enjeux sociaux. J'ai envie d'avoir un impact. J'ai envie de faire des projets qui ont du sens. Puis en rigolo, oui, c'est un livre jeunesse, mais il y avait quand même derrière tout ça un travail de recherche qui peut ressembler à celui que je fais dans une émission comme Ouais. L'avenir nous appartient ou dans un documentaire La parfaite victime. Ça fait vraiment partie de ma façon d'être. Je suis quelqu'un qui est très, très, très curieuse. Puis j'ai toujours envie de m'informer sur différents sujets. Oui, oui. Vous l'avez dédié à Hans. C'est votre Oui, fils, hein? Je me trompe pas? oui, absolument. Je vous cite, hein, vous l'avez dédié comme ceci. Vous dites, vous écriviez pour Hans, que j'aime de tout mon cœur, mon ventre et mes jambes. Déjà, le ton est donné, puis l'humour prend toute la place. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre fils pour l'écriture de cet album? C'est sur le Mais thème de l'autodérision? oui, oui, c'est sûr que il y a une inspiration. Juste cette dédicace-là, en fait, c'était une phrase que lui m'avait déjà dit parce que je lui disais souvent, je t'aime de tout mon cœur. Puis il dit, moi, maman, je t'aime de tout mon cœur, tout mon ventre, toutes mes jambes. Tu sais, il voulait en ajouter. Donc oui, c'est sûr que d'être à l'écoute de mon fils, il y a des choses qui apparaissent. Puis l'autodérision, oui, ça part de là parce que quand il était donc à la maternelle, il est arrivé un jour vers moi en me disant, tu sais, maman, moi, je fais rire de moi. Et là, il Hmm. m'explique qu'il y a un petit garçon qui l'a pointé du doigt à l'école et il était tout fier de me dire ça. Puis moi, comme maman, j'avais l'impression que mon fils était victime d'intimidation. Mais après, Ouais. comme je l'écoutais parler, puis lui, la façon dont il en parlait, il était hyper fier de ça. Puis là, évidemment, on était à un âge, à 50, et pas nécessairement conscient. Aujourd'hui, il y a l'orgueil qui embarque et tout ça. Mais j'ai juste trouvé ça beau, cette image-là, de dire, hey, et si on était fier quand on fait rire de soi, plutôt que de tout de suite tomber dans la honte, dans l'orgueil. Donc ça a été l'étincelle un peu de départ et ça part donc de Hans. Après, évidemment, c'est je, On invente, là, oui. on invente exact. Oui, ben, dans le livre, Henri, le personnage parle du personnage de Marthe, qui est son Oui. éducatrice du service de garde, qui est Inou. Elle-même fait référence à Serge Bouchard, à son école quand elle était petite, et on comprend que c'est une référence aux orphelinats, et qui est une époque assez sombre, hein, où elle ne pouvait pas parler sa langue et elle fait référence au pouvoir du rire. Puis on trouve à ce propos aussi une citation de la poétesse Joséphine Bacon en exergue. Pourquoi vous avez voulu évoquer Joséphine Bacon, Serge Bouchard, et dans cet album? Qu'est-ce qui vous a fait faire ces choix-là? En fait, c'est au moment où j'étais en train d'écrire, j'ai lu Le Peuple rieur de Serge Bouchard, donc qui est son livre hommage à ses amis Inuits. Donc, il parle de la communauté Inuit et il leur donne le surnom du Peuple rieur parce que c'est un trait de caractère. Puis oui, chez les Inuits, mais je dirais de façon générale dans les nations autochtones, on rit beaucoup. Puis l'autodérision est quelque chose de très, très important. Et quand j'ai vu ce fait-là, je me dis, OK, comment est-ce que je peux entrer ça dans l'histoire d'en rigolo? Puis au départ, je me disais, est-ce qu'il pourrait avoir un meilleur ami qui est Inou? Et après ça, je trouvais ça intéressant l'idée de, ben, si c'est une personne en situation d'autorité, par exemple, une éducatrice au service de garde, qui pourrait lui donner l'exemple. Et là, c'est comme ça que le personnage de Marthe est apparu. Puis c'est sûr que là, ben, quand je pensais à Marthe, j'entendais aussi Joséphine Bacon, qui a un rire Ouais, extraordinaire. ouais. Et dans la poésie, justement, de Joséphine, on évoque ça aussi, le fait de rire. Puis malgré tout,
euh, tout ce que ce peuple-là a vécu, de garder cette force-là, d'avoir un esprit critique, d'être capable de prendre un petit pas de recul et de rire malgré tout, c'est une richesse. Donc, c'est ça que j'avais envie de mettre de l'avant dans ce personnage-là. C'est une belle leçon. Puis vous parlez aussi habilement du deuil. Vous évoquez ouvrez les guillemets, la boîte à surprise que mentionne le personnage de Marthe aussi. Qu'est-ce que c'est cette boîte à surprise dans le livre? Alors, ça, c'est une idée, en fait, où quand j'imaginais un dialogue entre Henri et son éducatrice, des fois, les enfants, tu sais, mettent pas de gants blancs pour dire que t'es vieille, hein? Non. Alors, j'imaginais Henri parler des rides de Marthe et lui dire, voyons, t'es tellement vieille, la seule autre personne que je vois avec autant de rides, je l'ai vue dans un cercueil. Et il y avait comme cette idée-là, je pensais pas parler de la mort dans Rigolo, c'était pas voulu. Puis tout à coup, m'est revenue cette expression-là que j'avais entendue dans un documentaire qui s'appelle Québécoisie. Puis encore une fois, c'était une femme Innu qui jouait au bingo. Puis je pense que le prix du bingo, c'était un truc qui est en lien avec un salon funéraire. Je sais pas si tu peux gagner ton cercueil, mais bref. Et là, elle a dit, moi, j'appelle ça la boîte à surprise, au lieu Oui. d'appeler ça le cercueil. Puis je trouvais que cette image-là était tellement riche pour l'illustratrice, Josée Bisaillon, Ouais. quand on est arrivé avec ça, ce qui fait que la dernière page, elle est vraiment foisonnante. Puis Josée a pu aller vraiment se laisser aller avec cette expression-là de la boîte à surprise. Et donc, parlons-en de Josée Bisaillon parce que c'est vraiment une réussite, hein, cette mission-là qu'elle a eue d'illustrer ce livre. Qu'est-ce que vous croyez qu'elles apportent, les illustrations de Josée Bisaillon, au message de Henri Golo? Ben d'abord, le livre est beaucoup plus drôle à cause de Josée. Là. Je veux dire, c'est comme cette fille-là, elle a un sens de l'humour incroyable. C'est probablement une des personnes que je connais qui ricane le plus. Là, Oui. elle Oui. doit rire 300 fois par jour, Josée Bisaillon. Donc, il y a vraiment tout l'aspect de l'humour. Puis, ce qui est chouette, c'est que dans le fond, l'illustration, c'est une espèce de mise en scène de l'histoire. Donc, on a retiré parfois certaines portions du texte parce que c'était plus puissant de les mettre en image. Donc, il y a plein de blagues. Tu sais, juste dans la page de garde, qui est la première page Ouais. du livre, on voit plein d'objets avec Tous les objets, oui. oui, avec des yeux. C'est Oui, oui. niaiseux, c'est absurde, mais c'est probablement une des pages que les enfants préfèrent. Tu sais, ils passent du temps à regarder, puis là, il y a des bobettes avec des yeux, puis il y a des Oui. cactus avec des yeux. Et ça, c'est la folie de Josée Bisaillon, puis ça a vraiment apporté, je trouve, l'histoire beaucoup plus loin. C'est un plus, oui. Dites-moi, Émilie, pour vous, la lecture, est-ce que c'est un refuge ou un devoir? Ah là là! Ça a toujours été un refuge. C'est sûr que depuis 2 ans, j'anime une émission littéraire. Alors là, Ouais. tout à coup, c'est devenu un peu un devoir. Mais tu sais, je veux dire, ça reste un privilège incroyable de gagner sa vie en faisant des entrevues pour parler de livres. Mais c'est sûr que là, dans les dernières années, les lectures, j'ai un agenda un petit peu plus serré que ce que Mm. j'avais auparavant. Mais quand je tombe encore dans une lecture qui tout à coup moi, j'appelle ça un état de flow. Là. Tu sais, il y a un moment où tu es complètement plongé, puis d'une page à l'autre, tu veux plus sortir. Ça se passe encore. Tu sais, même si c'est le travail, quand j'arrive à atteindre cet état-là, c'est ce que je préfère. Vous animez quotidiennement, vous en avez parlé cette année, une émission à propos de culture sur Ici Première à Radio-Canada. Vous côtoyez des gens qui font la culture de très, très près. Vous vous êtes toujours intéressé à l'effet qu'une œuvre peut avoir sur la vie de quelqu'un. Vos 2 essais en témoignent et d'en faire œuvre utile, vous avez su mettre en lumière le lien puissant qui peut surgir entre un artiste, son œuvre et un individu. Parmi les œuvres qui vous ont été utiles, vous mentionnez notamment, qui vous ont été utiles à vous, vous mentionnez notamment Marc Séguin, Alex Trandras, Streliski, Jean-François Sauvé, puis on peut retrouver ça sur le site de RTV, c'est vraiment très, très intéressant. Vous dites que vous êtes la somme de ce que vous avez vu, de ce que vous avez lu, que chacune des œuvres vous façonne un peu, façonne la personne que vous êtes. Vous en parlez dans cette création originale, j'en ai parlé au début, la suspension consentie de l'incrédulité, que vous allez présenter au printemps chez Duceppe. Qu'est-ce qui vous pousse à monter vous-même sur scène pour parler de ce qui vous anime comme spectatrice?
Oh mon Dieu, l'insouciance, Marie, l'insouciance. En fait, à la base, ça a été un défi qu'on m'a lancé. Donc, j'étais porte-parole d'un festival qui s'appelle Fou de théâtre, c'est à l'Assomption. Et Ouais. après, quand j'ai publié mon deuxième essai, Service essentiel, c'est la directrice artistique du festival qui m'a dit, Caroline, en fait, qui m'a lancé l'invitation, elle dit, il me semble il y aurait un geste théâtral à faire à travers ça. Je dis, OK, je vais essayer. Puis j'ai commencé à écrire quelque chose et finalement, j'en ai fait trois soirs de mise en lecture. Puis la réaction a été vraiment, puis là, je comprends que vous J'étais étiez dans là. ma Oui, oui, j'étais là, j'ai Bon, vu exact. ça, moi. C'était bon. J'ai été quand même étonnée par la réaction des gens. C'est ça, c'est que les spectateurs qui étaient là disaient, tu nommes quelque chose, tu parles de moi. Il n'y a jamais personne qui parle de moi, qui parle de Ouais. ce que c'est que d'aller voir des spectacles. Puis je me suis comme rendu compte que j'avais peut-être trouvé, c'est ça, un angle qui n'est pas souvent abordé. Et là, parmi les gens qui étaient là, il y avait David Laurent, qui est co-directeur Ouais. artistique de DUCEP, Mhm. qui, donc, ils m'ont lancé cette invitation-là d'aller le reprendre chez DUCEP. Donc là, je me lance là-dedans parce que j'ai envie d'aller voir si ça peut aller plus loin, cet exercice-là. Puis je me dis, ben, peut-être que finalement, au bout de 3 semaines, je vais me rendre compte que c'est vrai que j'aime vraiment mieux être une spectatrice, puis je ne ferai plus ça. Mais au moins, j'aurais essayé. Mais C'est c'est ça un que je me bel dis. essai, puis ça a une belle réflexion. C'est la tradition, Émilie, à Imagimo, à voix haute, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oh mon Dieu, il y en a Une tellement, ou mais plus, mais en tout cas, j'ai on va envie de commencer par parler. une. Oui. Mais je vais rester dans la famille de Fonfon. C'est un livre qui est paru il y a quand même quelques années. Je pense qu'il y a environ, ben, ça doit faire, Anne, ça fait 2 ans. C'est Ma tête en l'air, donc de Oui, Daniel Chaperon et José Bisaillon, justement. oui. C'est un des premiers livres auquel mon fils a vraiment accroché. Donc, quand moi, finalement, j'ai eu à faire mon livre jeunesse, qu'on m'a proposé de travailler avec José Bisaillon, j'étais vraiment emballée, puis je trouvais que le lien était magnifique parce que c'est ça, c'est une des premières fois où j'ai senti le plaisir de la lecture chez mon enfant qui était encore tout petit. Puis c'est un livre vraiment poétique. Donc, d'une page à l'autre, c'est pas une Ouais. histoire en tant que telle, c'est vraiment une espèce de C'est un voyage d'un pays voyage, à oui. l'autre. C'est de la poésie. Donc, Ma tête en l'air, c'est un magnifique album chez C'est Fonfon. bon. C'est bon, c'est excellent. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres idées pour un prochain livre jeunesse? Il y a des choses qui mijotent, mais pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de m'arrêter là-dessus parce que c'est sûr qu'avec la quotidienne à la radio, ça demande Ouais, ben beaucoup de temps. Le c'est beaucoup projet de de temps, théâtre hein. aussi. Je dis pas non, en fait, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un processus d'écriture super agréable. Donc, peut-être, oui, un jour, il y aura quelque chose d'autre qui va émerger, mais en même temps, c'est vraiment long, hein, les processus de livre. Je dirais Ouais. en rigolo, j'ai écrit ça il y a 3 ans, puis le temps que les illustrations se fassent et tout ça. Donc, il y a pas de projet précis, Mais mais ça en mijote. même temps, je C'est suis bon. l'inspiration. Je vous remercie, Émilie Perrault. Merci pour un rigolo. Je voudrais mentionner aux auditeurs qu'ils peuvent écouter la version lue et racontée de votre album en allant sur le site de Marie Raconte parce que c'est ce que j'ai lu dimanche dernier et la consultation en ligne est disponible jusqu'au 5 février prochain. Merci, Émilie, de permettre la magie entre les créateurs, la culture et les lecteurs, les spectateurs. Merci de parler de la culture et de la faire voyager jusqu'au cœur des gens, d'ouvrir la porte pour qu'il y ait ces allers-retours féconds et surtout merci d'avoir pris le temps dans votre horaire chargé. Au plaisir, Émilie Perrault. Merci beaucoup, Marie, d'avoir choisi en rigolo. Je m'appelle Éléonore, j'ai 7 ans, j'adore lire des romans parce que y a beaucoup de mots puis j'aime ça. Je m'appelle Estelle, j'ai 7 ans, j'aime lire des documentaires parce que j'aime ça apprendre de nouvelles choses. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 7 ans. J'aime lire des histoires de fiction réaliste parce que je peux apprendre des nouveaux mots, des nouvelles choses et aussi je peux apprendre des nouveaux mots comme mathématiques.
Mon nom, c'est Laurélie, j'ai 7 ans. J'aime ma vie heureuse parce qu'il y a beaucoup d'émotions et ça me fait penser à ma BFF. Une BFF, ça veut dire un meilleur ami pour la vie. La chronique des livres qu'on écoute. Grand plaisir de retrouver Ariane Chalifou en studio. Bonjour Ariane. Bonjour Marie. Ariane, c'est la 3e année que vous présentez la chronique des livres qu'on écoute à l'émission. Vous êtes bibliothécaire, coordonnatrice au service adapté à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Aujourd'hui, vous nous présentez des livres en format audio sur le thème des drôles d'animaux. On vous écoute. Oui, donc aujourd'hui, c'est la thématique qui va être axée sur les animaux, mais aussi un moyen pour apprivoiser les émotions. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, on va débuter avec une histoire qui s'adresse aux enfants de 6 à 8 ans avec L'araignée géante par Estelle Whittom, qu'on retrouve gratuitement sur la plateforme Raconte-moi. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Julien qui a reçu une invitation à une fête d'anniversaire. Puis son ami a toujours des idées très originales, puis a souhaite organiser des échanges d'objets entre amis pour célébrer. Julien veut choisir quelque chose qui intéressera les invités, mais il doit trouver l'objet parfait dans le fouillis de sa chambre. Alors il cherche parmi des vêtements, miettes de biscuits, des jouets, un petit peu partout, puis il va tomber face à face avec une araignée géante qui vit sur son lit. Donc, c'est une histoire qui a une fin rigolote, puis qui nous apprend que l'on peut parfois surmonter ses peurs soi-même. Donc, on écoute un extrait maintenant. Julien se sentait en danger. Et il fit un bond prodigieux qui lui aurait valu une médaille d'or aux derniers Jeux olympiques et atterrit sur son lit. Le front perlé de sueur, des frissons courant le long de son dos, Julien claquait des dents. C'est drôle. Ensuite, on va enchaîner avec l'un de mes petits coups de cœur, qui est le magnifique Un hérisson dans le bedon de Justine Laberge-Bourgeois, qui s'adresse pour les enfants de 4 à 6 ans. C'est l'histoire de Marine, qui est une enfant de 6 ans, qui a un hérisson dans le ventre. Sa maman dit que tout le monde en a un. Celui de Marianne... pardon, pas Marianne, c'est Marine, désolée. Marine. Celui de Marine le dérange souvent et lui pique dans le bedon, mais elle a appris des trucs pour le calmer et le partage avec nous. Est-ce que toi aussi t'en as un hérisson dans le bedon? Quels sont les petits trucs à toi pour le calmer? C'est une histoire qui nous apprend à apprivoiser son anxiété sur la forme d'un hérisson, qui est tout ça accompagné avec la belle musique d'Alpha Rococo. Puis la chanson du hérisson chantée par Marine est une vraie perle d'oreille, donc on écoute un extrait. Ça m'arrive quand je m'ennuie, quand quelque chose me dérange ou me fait peur, quand je m'inquiète pour ce qui pourrait arriver mais qui souvent n'arrive même pas. C'est vrai que finalement, ça arrive jamais. Maman dit qu'il faut que j'apprivoise mon hérisson, que je lui apprenne à rester calme, à ne pas dresser ses épines. Comme ça, moi aussi je vais être apaisée et le sentir moins souvent. Ah, c'est une belle manière d'apprivoiser l'anxiété, hein? Oui, surtout pour que ça s'adresse aux enfants. C'est apaisant. Oui. Ouais. Là, on va aller dans un autre registre avec Le Soleil de Charles de Jennifer Quell, pour les petits, qui est à l'origine tiré du livre Coucou Bonheur, qui a été publié en 2012 aux éditions Planète Rebelle, qu'on peut aussi écouter gratuitement sur audio. Puis c'est pour suivre un adorable lézard qui sort de sa zone de confort, qui n'aime pas le soleil. Pauvre lézard. Donc c'est une histoire qui va nous amener à questionner pourquoi on devrait faire les choses comme tout le monde. Puis l'histoire est accompagnée d'une musique qui crée une ambiance amusante et qui rend le climat très agréable. Donc on pourrait aussi écouter un bref extrait. Allons-y. Depuis que Charles ne travaille plus, il fait comme tous les retraités de Rocher les Reptiles. Il va à la plage. Tous les matins, jusqu'au soir, et toujours en grognant. On l'envie presque, hein? Vraiment, d'être au sud, sur les rochers.
Là, j'ai une thématique reptile. On va continuer avec Le croco qui vit chez Papy d'Élodie Duhameau, qui a été édité aux éditions 400 coups, qui s'adresse aux enfants de 5 ans et moins. Puis l'histoire, c'est un jour qu'il taillait des arbres. Papy découvre un Maurice, crocodile échappé du zoo. Papy décide de garder Maurice chez lui parce qu'il croit que les animaux ne devraient pas être en cage. Mais un croco chez Papy, c'est compliqué. Alors, Papy décide de préparer Maurice à la vie sauvage, sa vraie maison, où il pourra retourner quand il sera grand. La narration t'encourage à participer à l'histoire et nous fait réfléchir aux conditions des animaux dans les zoos de façon créative. Ouais. Donc, on peut écouter un extrait. Papy n'aime pas trop les zoos. Il dit que personne n'aime vivre en cage. Alors, puisque Maurice avait trouvé Papy, Papy décida de prendre soin de Maurice. Mais un Maurice dans une maison d'humains, c'est un peu compliqué. Papy allait donc préparer Maurice à retourner à la vie sauvage, sa vraie maison. Ah, c'est intéressant, c'est une réflexion intéressante. Oui. Puis on va terminer avec une touche d'humour, avec « J'élève mon monstre » d'Élise Gravel, qui a été publiée aux éditions 400 coups. Donc, pour n'importe quel enfant, si tes parents ont enfin accepté que tu adoptes un monstre, ce manuel est donc parfait pour toi, nouveau propriétaire de monstre. Ce livre te donne des trucs et astuces pour choisir et élever ton monstre domestique comme un grand. Peut-être tu vas choisir d'adopter un fouille ou qui est petit mais discret à cause de son odeur de moutarde, ou bien un bouh gluant, mais très facile à dresser. C'est un livre qui stimule l'imagination et qui garantit les éclats de rire. Les effets sonores rigolos nous aident à imaginer de quoi ont l'air chaque monstre. On écoute le dernier extrait. Le fuit est très petit et très malin. Il connaît les meilleures blagues, les pires mauvais tours et les cachettes les plus introuvables. Il est amusant quand on l'amène à l'école si on réussit à l'attraper. On peut le repérer grâce à l'odeur de moutarde qu'il répand derrière lui. Valeurs sûres, Élise Gravel. Merci, Ariane. Sur le site de l'émission, on retrouvera les liens vers les titres mentionnés. Au plaisir d'une prochaine rencontre avec vous ou avec votre collègue Geneviève Mangerel. Merci. Merci. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois Sophie Gagnon, mieux connue comme Sophie Lee. On écoute ensuite la chronique littéraire Raconte-moi une histoire et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est un autre moment où on rencontre donc les gens qui lisent les livres jeunesse. Bonjour Sophie Gagnon. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Sophie Gagnon, j'aimerais vous présenter d'abord aux auditeurs dans les milieux littéraires et scolaires au Québec, tout comme de l'autre côté de l'Atlantique, dans la francophonie. Vous êtes mieux connue comme Sophie Lee. Vous êtes, ou vous étiez, on y reviendra, une enseignante de français au secondaire. Vous êtes une passionnée de littérature jeunesse et vous avez voulu rapidement partager votre passion avec vos élèves. C'est comme ça qu'est né le site sophielie.ca, qui a pour mission de propager le plaisir de la lecture chez les adolescents. On reconnaît votre signature sur votre site et ailleurs.
ce petit dessin de personnages féminins en robe à pois rouges. Et ces pois rouges, vous les portez en général. Vous vous définissez comme une lectrice insatiable. Vous êtes impliquée sur différents réseaux sociaux. Vous utilisez tous les moyens à votre disposition pour parler de cette passion. Et on peut donc vous retrouver sur différentes plateformes, outre votre site, comme YouTube, Facebook et Instagram. Vous habitez maintenant en Belgique, mais vous revenez régulièrement au Québec, notamment dans le cadre de divers salons du livre. Virtuellement ou en vrai, vous donnez des formations aux enseignants et aux enseignantes, vous offrez des animations, vous bâtissez des projets autour de la lecture pour les élèves du secondaire et de la fin du primaire. Sur votre site, sophielie.ca, vous proposez toute une panoplie de ressources, de suggestions autour de la littérature pour les jeunes. Honnêtement, là, je vous le dis, Sophie, c'est hallucinant. Et on va y revenir. Mais d'abord, Sophie, dites-moi comment ça va? Comment ça va? Puis comment vous faites pour concilier 2 continents, vie de famille, professionnelle, personnelle, lecture, formation et écriture? Oui, chaque fois en fait que j'entends quelqu'un décrire ce que je fais dans la vie, je suis moi-même ébahie, puis tout ça entre dans un horaire. Oui. Comment ça va? Ça va épuiser, comme tout le temps. En fait, à partir du moment où l'année scolaire commence et jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est un marathon, un feu roulant. Mais c'est le moment où moi je rencontre les ados, je suis en contact avec eux, on monte des projets, c'est le moment des salons du livre, c'est le moment où je peux vraiment être en contact avec mon auditoire, avec lequel c'est le moment fort pour faire des suggestions, pour être vraiment en lien avec eux, ce qui fait que je cours un peu tout le temps. Oui, des 2 côtés de l'Atlantique parce que j'ai fait des choix de vie différents. Ouais. Et j'ai 2 enfants en Belgique, donc je reviens un mois sur 2, je suis avec elle, un mois sur 2, je suis au Québec ou ailleurs au Canada. Ouais. Donc là où le vent m'amène. Ah, c'est bon. Est-ce que vous enseignez toujours au secondaire, Sophie? J'aimerais ça. Ah oui? Non, ça fait 9 ans que je ne suis plus en classe. J'ai encore la chance d'y être beaucoup, dans le sens où j'ai encore beaucoup d'amis qui sont dans le milieu, qui me rapportent tout ce qui se passe. Pour moi, c'est super important d'être au courant de comment ça se passe dans les classes, comment sont les élèves. Comme je donne énormément de formations aux enseignants aussi, j'entends beaucoup de choses un peu partout. Puis je suis en contact avec les élèves là, quand je suis à Montréal. Généralement, je passe 5 jours par semaine, 4 périodes par jour Ouais. au contact avec des ados. Donc, je suis encore beaucoup dans des classes, même si ce sont pas mes élèves. C'est ce qui me rend triste à chaque début d'année scolaire, là. Ma place est dans une classe. Ouais. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Mon X se situe dans une classe comme prof de français, mais la vie m'apporte autre chose, puis j'essaie de jouer avec ça le mieux possible. Mais moi, personnellement, j'ai enseigné au primaire. J'ai travaillé avec des enseignants du primaire en français, mais la clientèle des adolescents, des adolescentes, ça m'a toujours effarouchée. Je dirais même presque effrayée. La nonchalance, l'attitude parfois fermée, l'attitude de cours. Pourquoi vous avez choisi l'enseignement du français au secondaire? Moi, c'est les enfants qui m'effraient. Les petits qui courent puis qui veulent nous toucher, être là, qui veulent qu'on les console. Pour moi, ça, c'est trop, c'est trop dans ma bulle. J'aime bien ce côté-là, adolescent, un peu plus dans ta bulle, mais on va s'apprivoiser doucement. Ça me ressemble plus, moi, en tant que personne. Puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un formateur à un moment donné qui avait dit, l'attitude des élèves, c'est pas pour vous, c'est entre eux. Ah, C'est ça. important qu'ils aient une certaine attitude entre eux. Le visage qu'ils montrent, ça s'adresse pas à vous, ça s'adresse aux autres. Puis c'est vrai que quand on est en contact avec un adolescent en particulier, une adolescente en particulier, ben, on les voit sous un autre jour. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup à voir le groupe comme une espèce d'ensemble où, en fait, c'est des éléments qui interagissent entre eux. Moi, j'apporte quelque chose, puis il y a toute une partie de ça peut faire effet plus tard. Tu sais, généralement, j'aime bien les classes de première, deuxième, secondaire parce que c'est encore un peu popcorn. Là, c'est vrai qu'ils sont moins blasés de base. Troisième, quatrième, cinquième, secondaire, ça prend plus d'énergie quand on arrive dans une pièce, surtout quand on vient leur dire qu'on va leur parler de livres pendant 75 minutes. Qu'ils vont aimer ça. Comme un petit les enseignants de français motivés qui essaient de m'aider en disant, vous allez voir, vous allez trouver ça cool. Puis moi, je suis juste, oui. Mais on va y aller doucement. Puis c'est ça, peut-être, on va voir. Mais j'essaie de vous parler de livres qui vont vous intéresser. Puis rapidement, il y a un contact qui se fait. Moi, j'aime bien leur dire que je suis un peu psychopathe. J'aime ça quand les gens meurent dans les livres. Puis là, déjà, ça allume quelque chose. Donc, on va aller vers des récits qui vont leur parler aussi. Je pense que c'est ça le secret. Puis je pense que comme ils se sentent aussi
pas jugés dans leur lecture, compris, semble que je les prends pas de haut, que je suis vraiment là juste pour essayer de leur donner envie de lire, ben, mais tout en étant dans le hey, si ça te tente pas après, c'est correct. C'est pas Moi, grave. je fais juste semer une graine aujourd'hui qui va peut-être faire des fleurs plus tard. Je pense que ça, ils le reconnaissent, puis c'est ce qui fait que ça se passe bien aussi. Ah oui. Et donc, vous avez créé votre site et les enseignants, les enseignantes, les gens intéressés par la lecture et les adolescents peuvent y trouver une mine d'or, des textes qu'on peut lire, des extraits audio, des vidéos. Vous y parlez surtout de livres qui s'adressent à un public d'adolescents, donc de jeunes secondaires. Est-ce que c'est pour le primaire aussi? En fait, fin primaire. Fin primaire. 5e, 6e année, ils y vont aussi des fois. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui vont être pertinents pour eux, il y a des livres qui ne le seront pas. Mais dans la critique, c'est très clairement, on donne aussi un âge associé au livre. Quand il est question de sexualité ou de violence trop intense, moi, je le mentionne toujours aussi dans la partie plus technique de la critique, ce qui fait que on peut vraiment baliser. Mais oui, fin primaire, il y en a qui viennent aussi sur le site. On donne un exemple de ce qu'on peut y trouver. Vous publiez des cartes de métro littéraire. Qu'est-ce que c'est ça, les cartes de métro littéraire? Comment ça fonctionne? Ça, c'est mon projet le plus chronophage et le plus fou, je pense. En fait, à chaque rentrée littéraire, je prends tous les livres qui sortent en littérature pour ados, premier tome ou tome unique, tous ceux que les éditeurs me renseignent, mais c'est sûr que des fois, j'ai des angles morts et quand j'ai pas l'information, je peux pas la trouver. Mais généralement, on tourne autour de 150 à 180 romans par saison littéraire, puis je les classe dans une carte de métro que j'appelle là, mais vraiment une espèce de schéma où je les classe par genre littéraire et par niveau de difficulté. Puis sur le site internet, en fait, on peut cliquer sur les différentes stations, puis on voit apparaître le résumé et la couverture. Le but, c'est de voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'ai envie de lire encore là, puis c'est aussi pour avoir une vision d'ensemble parce que il en sort tellement des livres que c'est hyper difficile de s'y retrouver. Puis si on dit moi, ce qui me passionne, c'est la fantasy, ben là, je peux voir ce qui s'en vient cette année, puis vraiment savoir ce qui va m'intéresser. Donc, les cartes sortent généralement en septembre et début février. Donc, ça s'en vient. Ah, c'est formidable. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Un autre exemple de ce qu'on peut trouver comme ressources sur votre site, ce sont vos billets et vos suggestions littéraires que vous publiez chaque mois. Pour chacun des titres, il y a là un bref résumé, votre avis, donc une critique littéraire étoffée. Est-ce que vous vous imposez d'écrire à propos de tout ce qui sort? Comment vous faites le tri, donc des choix? Je ne pourrais pas. Non. Je me targue de lire 250 à 300 livres pour ados par année, donc c'est quand même beaucoup. Énorme. Mais je ne peux pas lire tout ce qui sort. Donc, je fais un tri en fonction j'aime ça avoir une variété, j'aime ça toucher un peu à tous les éditeurs pour quand même les mettre de l'avant, j'essaie d'avoir un livre québécois sur 3 aussi, selon la production. Et puis après, j'y vais aussi je vais toucher des genres littéraires différents, c'est-à-dire que je vais m'assurer de rejoindre un très large public, qu'il y en ait un peu pour tout le monde, mais j'y vais aussi par goût et par envie parce que j'ai déjà fait un burn-out l'année dernière, puis en fait, je me suis rendu compte que je peux pas juste me forcer à lire des livres qui me font pas toujours envie. Je peux avoir un avis critique très positif sur un livre que moi j'ai pas tant apprécié parce que c'est pas mon genre littéraire, mais je ne peux pas que me forcer à lire des choses qui me font pas forcément envie. C'est la même chose que les romans obligatoires dans les classes. Exactement. Si on fait juste obliger nos élèves à lire des livres, c'est pas ça qui va développer leur plaisir. Puis moi je me rends compte qu'il faut aussi que je nourrisse mon plaisir personnel qui passe par la littérature jeunesse quand même parce que j'adore lire ça, mais des fois je vais justement lire quelques livres de psychopathes pour me faire du bien. En fait, bonne chance. Vous proposez également des dégustations littéraires aux enseignants et aux élèves. J'ai vu aussi que dans des salons du livre et dans des classes, vous utilisez des post-it, des visuels accrocheurs que vous collez sur les livres pour inciter les jeunes à les feuilleter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? En fait, c'est parce que le marketing est fort. Tout le monde le sait. Tout le monde fait attention aux couvertures des livres, les jeunes encore plus. Puis même si on leur explique pourquoi on ne devrait pas se fier à la couverture, c'est quand même ça qui va les intéresser le plus. Sauf qu'il y a des marketing qui peuvent être menteurs ou qui vont pas nécessairement aller chercher notre attention alors que l'intérieur est vraiment pertinent. Puis moi, je dis toujours que c'est difficile de s'intéresser à quelque chose quand on n'a aucun point de repère qui se lie à ce qu'on connaît. Donc, le but, c'est de sortir soit des mots punchés, soit des questions en lien avec le
livres, par exemple, au Salon du livre de la péninsule acadienne, où j'ai fait des post-it comme ça, où je suis chaque année pour parler de livres. Oui. Ben, je mets des livres, par exemple, est-ce que vous connaissez Hunger Games? Est-ce que Ici ton père était un meurtrier? Pensez hors de la boîte. Différents trucs juste pour titiller la curiosité, puis pour donner envie d'aller plus loin, malgré des couvertures qui, des fois, sont pas les plus accrocheuses, ou qui vont pas rendre justice à l'intérieur du livre. OK, bien, c'est super efficace. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes lisent pour le plaisir? C'est toujours la question. C'est ça qu'on cherche à faire. Ben, il faut leur laisser le choix. Oui, Puis il faut y aller selon leur niveau. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont vieux, mais qui ont quand même pas un niveau littéraire très élevé. Puis il faut aller les reconnecter à leur plaisir. Puis leur plaisir, ça passe par des expériences de lecture positive. Oui. Donc, ça prend des livres à leur niveau, qu'ils arrivent à comprendre, qui leur ressemblent ou qui viennent éveiller quelque chose chez eux. Et puis, ben, il faut aussi qu'ils aient le choix. Donc, ils puissent aller vers quelque chose qui les intéresse vraiment facilement. Quand on a des classes de 32 élèves, très difficile de trouver une œuvre qui va tous leur plaire. Évidemment. Donc, idéalement, ben, justement, on varie, on diversifie. Oui. Moi, je voudrais attirer l'attention des auditeurs. En mai dernier, vous avez publié un texte intitulé « Lire moins, mais mieux. Réflexion sur les lectures obligatoires ». C'est un débat qui revient constamment, ça. Est-ce qu'on devrait faire une liste de livres obligatoires aux élèves, donc les faire lire ou non? Et donc, les auditeurs pourront, en allant lire ce texte-là, savoir vraiment ce que vous proposez pour passer à côté de ces listes obligatoires, finalement. Proposer autre chose. Il y a un livre en travail chez Chenelière. Donc, il devrait y avoir quelque chose de plus poussé sur le sujet. On a hâte de lire ça. Vous êtes, on l'a dit tantôt, une lectrice boulimique. Vous écrivez aussi, Sophie Gagnon, des critiques, des textes d'opinion, mais aussi un livre très personnel paru chez Héritage Jeunesse en 2021, en pleine pandémie. Et le titre, c'est « Derrière l'éclat de ton sourire ». Vous y jouez avec les mots, vous écrivez à votre frère qui est mort, mais pas dans un accident, qui a décidé un jour que sa vie allait s'arrêter. C'est un roman poétique, une mise en page graphique, aérée. On joue avec la typographie, les formes, les mots. C'est très, très inspirant à propos de résilience face à l'adversité. Vous vous y livrez à cœur ouvert. C'est une autofiction, c'est un sujet sensible et on plonge avec vous au cœur du processus du deuil. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je suis convaincue que cette lecture peut aider d'autres personnes, des adolescents ou même des adultes. Je vous remercie de l'avoir écrit. Qu'est-ce qu'on pourra lire encore de Sophie Gagnon-Roberge, dont vous en avez parlé un petit peu? Oui, ben j'écris aussi de la didactique justement pour les enseignants. Oui. Et puis il y aura d'autres choses. Il y a d'autres projets. Alors, c'est bien. On va rester ouvert. Sophie, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse en terminant. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oui, j'ai envie de vous parler de Les histoires, ça ne devrait jamais finir, qui est paru chez Bayard. C'est une histoire qui est vraiment extraordinaire parce que c'est l'histoire de trois jeunes qui sont fans d'une série qui pourrait ressembler à Harry Potter. Là. C'est une série inventée. Puis ils apprennent que l'autrice ne va pas publier le dernier tome. Oh! Et ils vivent une espèce de frustration infinie. Moi, j'ai toujours imaginé qu'il n'y avait pas eu de 7e tome de Harry Potter, là, comme être laissé en plan de cette façon-là. Et en fait, on voit à travers cette histoire-là toute la force des histoires, tout ce que ça nous fait vivre, les liens qui se créent entre les personnes qui aiment les mêmes livres aussi, ce que ça nous fait, ce que ça change en nous, en fait, les histoires, la force de ça. Et c'est un livre qui m'a émue au possible et qui a aussi énormément touché mes deux filles. C'est vraiment une histoire qu'on a partagée en famille ensemble, puis qui, je trouve, porte toute la force de la littérature. Ah, c'est magnifique! Je vais aller me le chercher en sortant d'ici. Merci pour la suggestion. Je rappelle que les auditeurs pourront aussi la retrouver sur le site de l'émission, comme les titres des livres dont on a parlé. Je vous remercie, Sophie Gagnon, pour cette rencontre. Merci d'avoir pris le temps à distance. Bravo pour l'impact que vous avez auprès des jeunes et des enseignants, pour l'énergie que vous insufflez pour faire aimer lire et créer des lecteurs, des lectrices tous les jours. Grand, grand merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Je m'appelle Zoé, j'ai 7 ans. J'aime écrire de la fiction réaliste parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles affaires et d'être fière de moi.
On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Avec Mathilde Routy, on vous fait découvrir 3 albums sur le thème du vivre ensemble et de la différence. On écoute. On parle beaucoup de bienveillance et de l'importance de sensibiliser les petits aux valeurs de tolérance et de solidarité. Alors, quoi de mieux que la littérature pour le faire? Et tous ces moments de lecture partagée qu'elle nous offre pour échanger et discuter librement avec les enfants. On vous a choisi 3 albums qui traitent du vivre ensemble en utilisant la même technique esthétique, la représentation des personnages par des formes géométriques. Donc, ni petite fille, ni grand méchant loup, ni monstre effrayant. Oui, et cette approche originale permet d'aborder la diversité et l'inclusion sans détour. En représentant des ronds, des carrés ou des triangles, la mise à distance se fait beaucoup plus facilement pour l'enfant. Et Marie, si je te parle de différence et de formes géométriques, quel grand classique de la littérature jeunesse te vient en tête? Incontestablement Petit bleu et Petit jaune de l'auteur italien Leo Lionni, paru en 1970 quand même, à l'École des loisirs, qui reste un classique de la littérature jeunesse. Exactement. Et cette démarche de Lionni a été reprise par 2 autres auteurs, avec 4 petits coins de rien du tout, de l'auteur français Jérôme Ruillier, publié chez Bill Bocquet en 2012, et aussi avec Qui veut jouer avec moi, d'un autre Italien, Davide Calli, publié chez Sarbacane en 2018. Dans Petit bleu et Petit jaune, les personnages sont incarnés par des ronds colorés en papier découpé. Petit bleu et Petit jaune aiment jouer à cache-cache et faire la ronde. Mais un jour, tout heureux de se retrouver, les 2 amis s'embrassent si fort qu'ils deviennent tout verts. Leurs couleurs et leurs formes se superposent et se mélangent pour ne former qu'un rond vert. Lionni s'amuse ici à décliner les couleurs primaires et secondaires. Mais quand ils retrouvent leurs familles respectives, ni les parents de Petit bleu, ni ceux de Petit jaune ne reconnaissent ce petit bonhomme vert. Petit bleu et Petit jaune sont très tristes. Ils versent de grosses larmes jaunes et bleues. Les parents comprendront vite la situation et tout le monde s'enlacera dans un beau jeu de couleurs. Cette fois-ci, dans 4 petits coins de rien du tout, Jérôme Ruillier montre lui aussi comment la différence peut exclure. Mais l'auteur s'attarde surtout à montrer comment on peut y lutter ensemble. Petit carré joue avec ses amis. La cloche sonne. Il est temps de rentrer dans la classe. Chacun son tour. Les petits ronds passent la porte, mais Petit carré se trouve bloqué. Il n'est pas rond comme la porte. Et malgré tous ses efforts de contorsion et de sa grande volonté, rien ne marche. Petit carré est différent. Il ne sera jamais rond. Alors après une longue discussion, les petits ronds comprennent que ce n'est pas Petit carré qu'il faut changer, c'est la porte. En découpant 4 petits coins de rien du tout, ils permettent enfin à Petit carré d'entrer. Davide Calli, dans Qui veut jouer avec moi, nous transporte dans une cour de récréation où les enfants s'amusent à qui joue avec qui. L'auteur italien traite du vivre ensemble, lui aussi, par l'entremise de formes géométriques colorées. Alors, un petit carré vert choisit avec qui il veut jouer. Tour à tour, il élimine les roses, puis les bleus. Il écarte les triangles ou les bizarres. Mais à la fin, Petit carré vert se retrouve tout seul. Hey, les copains, personne ne veut jouer avec moi? À force de vouloir des équipiers à son image, il a rejeté tout le monde, même les carrés verts qui n'avaient pas le même vert que lui. Pour avoir utilisé cet album dans des animations en classe de maternelle et de première année, je dois dire que les enfants sont très réceptifs et sensibles à ce jeu. Je me rappelle dans une classe en particulier le profond silence devant cette double page où Petit carré vert se retrouve seul. En utilisant des formes géométriques comme personnages, les auteurs illustrent que la différence soulignée est en fait complètement dérisoire, voire insignifiante,
En d'autres mots, cette approche tente de simplifier et démystifier la peur de l'autre. 3 albums, donc, incontournables dans l'apprentissage de la tolérance et du respect de l'autre. On vous rappelle les titres des ouvrages. Petit bleu et petit jaune de Léo Lionni, publié à l'École des loisirs. 4 petits coins de rien du tout de Jérôme Ruillier chez Bilboquet. Et Qui veut jouer avec moi de David Ekali chez Sarbacane. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers les 3 titres mentionnés, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires « Raconte-moi une histoire ». Les actus littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 4 février, à Marie raconte, je lis l'album Nop de Caroline Maguerle, publié chez Deux. Nop, c'est un petit ourson ébouriffé à la peluche un peu râpée, dont personne ne veut, personne ne s'en occupe, personne ne le choisit. Un jour, il lui vient une idée. Il vit alors une aventure qui changera sa vie. On en écoute un extrait. Nop nous fait face maintenant, debout, avec son joli nœud papillon rouge. Là, quelque part entre le dessus de sa tête laineuse et son nouveau nœud papillon, une idée vint se déposer comme une plume. Au-dessus de sa tête, une toute petite plume blanche descend doucement. Avec un nœud papillon, un ours peut aller n'importe où, même dans des endroits de rêve. Du vendredi 9 au dimanche 11 février se tient le Salon du livre jeunesse de Longueuil. On écoute Catherine Trudeau, invitée d'honneur, et le porte-parole de l'événement, Jean-François Pronovo, alias Passe-Montagne, qui nous en parle. Catherine Trudeau, vous êtes invitée d'honneur au Salon du livre de Longueuil. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh! D'abord, je peux dire que je suis honorée d'être invitée d'honneur. Ça me touche beaucoup parce que j'ai un parcours très jeune d'auteur jeunesse. Ça fait 4-5 ans que je suis auteur jeunesse. Mais je suis invitée à titre d'invitée d'honneur, mais je vais être présente pour rencontrer les petits et grands lecteurs. Puis je vais faire une animation le dimanche après-midi, suivie d'une séance de dédicace aussi. Donc, une animation autour de l'univers de ma série à la Bagnole qui s'appelle Folle École. Donc, on va imaginer ensemble, les jeunes et moi, notre Folle École. Puis, je suis ravie d'être invitée dans ce salon-là parce qu'il est géographiquement proche de chez moi. J'habite à côté. C'est le premier salon où mes fils sont allés. Ils étaient tout petits. Justement parce que je trouvais ça facile. Je pouvais aller en poussette avec eux. C'était proche. Je trouvais le lieu géographique est agréable. C'est convivial. Il y a plein d'activités pour les jeunes. Et puis, c'est ça. Il y a cette facilité à rencontrer les auteurs jeunesse aussi. Puis il y a plein de spectacles, c'est gratuit. Surtout ça. C'est ça. C'est gratuit. C'est une belle activité pour tout le monde. C'est un beau moment à passer. Puis des fois, on se dit, on va y aller pour 15 minutes. Là, je vais la contenter. Puis finalement, les parents se prennent au jeu de rencontrer les auteurs. Puis on a le temps de jaser avec les gens. Alors, on ira vous voir. Ah oui, venez nous voir. Dimanche, le 11 février. Exact. Puis je suis là le vendredi soir aussi, le 9 en signature. C'est parfait, merci. Merci. Jean-François Pronovo, vous êtes porte-parole du Salon du livre de Longueuil. Ça a lieu quand? Ben, c'est du 9 au 11 février prochain au Théâtre de la Ville. Donc, au Théâtre de la Ville à Longueuil. À Longueuil, oui. Donc, le vendredi, ça va être principalement pour les étudiants qui sont en journée pédagogique. Il va y avoir des spectacles cette journée-là aussi. Mais c'est ça, le gros des activités, c'est vraiment le 10 et le 11, samedi et dimanche. D'accord. Puis pourquoi vous avez accepté d'être porte-parole? En fait, on m'a approché l'année dernière, c'était Gabrielle Fontaine qui joue Pascaro, qui avait ce rôle-là. Et là, ils m'ont demandé à moi cette année. Puis c'est sûr, j'ai pas hésité une seule seconde. La lecture, c'est tellement quelque chose d'important dans ma vie, surtout depuis que je suis tout petit. Moi-même, j'allais beaucoup dans les salons du livre quand j'étais petit. Mes parents aussi ont beaucoup mis ça de l'avant. C'était un cadeau. Je recevais beaucoup de livres en cadeau. Je lisais énormément. Fait que pour moi, c'était une évidence d'accepter ce rôle-là. Et c'est quoi le lien que vous avez avec la lecture?
Mon Dieu, c'est vraiment... C'est mon lieu de repos, je pense. C'est un lieu avec moi-même, en fait. Comme un refuge. C'est un refuge, oui, exactement. Je sais pas, c'est comme si j'aime vraiment ça m'évader dans les histoires qui sont racontées. J'aime ça, les possibles, les émotions que ça amène, les réflexions aussi. Le côté intellectuel de la lecture, c'est sûr et certain que c'est ça qui m'intéresse. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. Puis aussi, ben, c'est le côté solitaire, sauf que ce que j'aime de la lecture, c'est que ultimement, ça se partage. Ben oui. C'est tellement agréable de partager nos lectures, ce qu'on a compris ou non des différents livres, de mettre en commun avec quelqu'un d'autre. Je trouve que ce que les gens lisent, ça dit beaucoup de qui ils sont. Oui, c'est bon. C'est très, très juste. Vous êtes un porte-parole très, très efficace. Et est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver au Salon du Livre de Longueuil? Oui, je vais être là les 3 jours, donc du 9 au 11. Je vais me promener, je vais être accessible. Alors, si les gens veulent me parler, prendre des photos, je vais être là avec plaisir. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Bon salon. Je vous mentionne une nouveauté de notre collègue Marie Barguirdian, son livre Marcel Ferron, Une vie colorée, sur la vie et l'œuvre de l'artiste Marcel Ferron. Et vient de sortir, sort ce mois-ci, et publié chez Édito Jeunesse. D'ailleurs, le 29 janvier, on fête le centenaire de cette grande artiste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Émilie Perrault, Ariane Chalifou de BANQ, Sophie Gagnon alias Sophie Lee, Mathilde Routy pour la chronique Raconte-moi une histoire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.